Bonjour à tous. Moi, je suis Hélène Chappé, je dirige le programme Lien social et images des quartiers au sein de la direction déléguée à la politique de la ville à l'ANCT. Et donc, au sein de ce programme, nous avons en charge les sports, la participation des habitants, la santé, la culture, la lutte contre les discriminations et la jeunesse. Et donc, je suis ravie d'ouvrir ce webinaire. Donc, le sujet qui nous réunit aujourd'hui vient croiser, voire percuter les objectifs historiques de la politique de la ville, que ce soit l'accès au sport, l'aménagement des quartiers prioritaires, l'égalité de genre. Ces thématiques mobilisent fortement l'ensemble des acteurs de la politique de la ville. Juste à titre d'exemple, et uniquement dans le cadre des contrats de ville, les crédits de la politique de la ville qui viennent soutenir des actions sportives ou qui mobilisent le sport comme levier, notamment vers l'emploi, sont passés de 13,2 millions en 2018 à plus de 40 millions en 2021. Mais l'ANCT n'est pas seule. Le rôle du ministère des Sports et de l'Agence nationale du sport est majeur au titre du droit commun dans le soutien aux fédérations, mais aussi aux clubs sportifs qui œuvrent dans les QPV. S'agissant de l'aménagement des équipements sportifs, l'ANRU et l'ANS sont des acteurs majeurs aux côtés des collectivités territoriales pour développer des équipements dans les QPV, notamment dans le cadre du plan 5000 équipements sportifs de proximité lancé par l'ANS en partenariat avec l'ANRU et l'ANCT. Et en complément de la politique de la ville et du droit commun, s'ajoute la dynamique portée par Paris 2024 et la 3e édition d'Impact 2024 qui vient d'être lancée pour soutenir les projets à la fois du mouvement sportif, des associations et des collectivités territoriales qui utilisent le sport et l'activité physique comme outil d'impact social. Donc l'organisation de ce webinaire part d'un constat, celui des terrains de sport dans les QPV, mais pas uniquement, très souvent occupés par des garçons pour jouer au foot, quelle que soit d'ailleurs la destination initiale de l'équipement. Et donc, la question qui se pose, c'est comment on s'en sort, comment on pense l'espace public et son aménagement, et spécifiquement les équipements sportifs, pour tous, et à ce stade, pour toutes. D'abord, comprendre, objectiver, des travaux existent déjà, d'autres sont en cours. Ils ont vocation à permettre d'orienter l'action publique pour réussir à modifier les chiffres qui établissent que la pratique sportive des femmes des QPV est moindre que celle des autres femmes, et les femmes des QPV sont plus impactées que les hommes des mêmes quartiers. Après l'objectivation, une autre piste que porte la politique de la ville depuis longtemps, c'est la co-construction des politiques publiques avec les habitants. Ce principe a été consacré par la loi du 21 février 2014, la loi dite Lamy, en créant les conseils citoyens qui permettent donc la co-construction en s'appuyant sur l'expertise d'usage des habitants. Et dans ce cadre, dans les conseils citoyens, les femmes sont souvent surreprésentées et elles sont tout à fait en capacité d'expliquer leurs réserves et leurs attentes en matière d'espace public. Il n'y a plus qu'à les mobiliser. Voilà, donc avant de laisser la parole aux intervenants, j'ai quelques personnes à remercier. Et donc, j'attends avec impatience que les différents intervenants nous aident collectivement à identifier d'autres pistes. Donc, je voudrais remercier d'abord l'IREV, et particulièrement Ingrid Dequin, qui, après avoir initié la réflexion dans les Hauts-de-France, a contacté la NCT afin de proposer ce temps d'échange au niveau national. L'ANRU, qui a accepté l'invitation pour partager ses travaux autour de l'urbanisme égalitaire. Les différents intervenants qui nous présenteront leurs initiatives. Mes collègues de la NCT, donc Sylvie Durand-Trombetta, qui est la secrétaire générale du CNV, qui porte de longue date ces différents enjeux. Aminata Keïta, qui est en charge des réseaux professionnels et qui a co-organisé avec l'IREV ce webinaire, et Samir Maouche, mon collègue qui est en charge du sport à mes côtés. Pour finir, je voudrais remercier les deux grands témoins, donc Sarah Ouramoun, que je suis ravie de retrouver, qui est donc membre du Conseil national des villes, vice-championne olympique et vice-présidente du CNOSF, et Aurélie Bresson, présidente de la Fondation Alice Milia et la fondatrice du média Les Sportives. Voilà, merci. Merci beaucoup, Hélène, pour cette introduction. Alors, voilà, je le redis peut-être aussi une dernière fois, hein, on est nombreuses, il y a le chat à disposition
pour mettre vos remarques, vos questions sur lesquelles on pourra aussi interagir. Juste pour préciser qu'au titre de l'IREV, on n'est pas seul, enfin, je ne suis pas seule en tout cas, à animer et à prendre part à ce webinaire. Il y a aussi Ivana Sanchez qui est à nos côtés, qui animera tout à l'heure la table d'hôtes, oui, la table d'hôtes, on va dire ça aussi, puisque ce sont nos hôtes aujourd'hui, la table ronde. Et puis, je vous propose qu'on puisse démarrer par la première intervention de Antonia Ruffin, qui est chargée de mission Innovation et Ville durable à la direction de la stratégie et de l'accompagnement des acteurs pour l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Vous retrouverez le programme dans le chat dans sa totalité. Voilà, bonne conférence. Et Antonia, je vous laisse la parole. Merci Ingrid. Bonjour à toutes et tous. Je suis chargée de mission Innovation et Ville durable, comme l'a dit Ingrid, à l'ANRU, et référente sur le sujet de l'approche égalitaire de l'urbanisme. Donc, l'approche égalitaire de l'urbanisme, c'est une notion qui fait référence au principe de ville inclusive, à la notion de droit à la ville, et qui pose cette idée finalement que les ressources de la ville ne sont pas accessibles de façon équitable, qu'elles sont, ces ressources et l'espace public plus largement conçus par des populations qui ne sont elles-mêmes pas représentatives de la population, et que se reproduisent finalement dans l'accès à ces ressources les inégalités qui sont propres à la société, les inégalités de genre, les inégalités liées à l'âge. Et c'est pour cette raison que l'ANRU a fait le choix de se questionner sur comment finalement l'urbanisme peut prendre sa part dans finalement une adaptation de l'espace public et des pratiques d'urbanisme autour de ces sujets en chaussant les lunettes du genre et aussi de l'âge. Ici, on va parler plutôt de questions de genre, mais les questions d'âge sont aussi au cœur de nos réflexions. Donc, pourquoi plus précisément prendre à cœur ces sujets, puisque la politique de la ville, tout simplement, vise finalement cette égalité de toutes et tous dans l'espace public et à la ville, et parce que finalement le genre et le vieillissement viennent se rajouter aux discriminations sociales que cible la politique de la ville et que vivent les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et donc l'idée avec cette réflexion est de finalement embrasser le potentiel que peut avoir le renouvellement urbain pour en tout cas faire sa part dans la réduction de ces inégalités. Peut-être pour exemplifier le pourquoi cette logique-là, un exemple très concret, le diagnostic sensible genré mené par l'atelier Approche dans le cadre du PRU du Bas Clichy, qui a posé un certain nombre de constats très concrets en observant finalement les pratiques dans l'espace public des femmes et des hommes. Tout d'abord, des différences de temporalité, de sortie, voilà, la nuit, le jour, les femmes ne sont pas aussi présentes que les hommes dans l'espace public. Également, une occupation plus masculine de l'espace public et en particulier des occupations spécifiques selon les hommes et les femmes. Les hommes vont avoir des occupations plus récréatives finalement de l'espace public et les femmes des occupations plus liées au quotidien domestique, l'école, l'accompagnement de personnes, les courses, les commerces, etc. Et enfin, des pratiques de mobilité qui sont différenciées entre les femmes et les hommes, avec notamment une zone de chalandise plus importante pour les femmes pour les hommes que pour les femmes. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, du coup, des motifs de déplacement qui diffèrent. Donc, ça vous donne un peu un panorama de pourquoi finalement c'est intéressant de se poser la question dans les questions d'urbanisme, des questions de genre et d'âge, et d'autant plus dans l'équipe PV, puisque si ces spécificités, ces inégalités d'accès à l'espace public ne sont pas propres aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, ils sont en tout cas plus importants dans ces quartiers-là. Alors, comment est-ce que l'on
tout d'abord, nous finançons différentes expérimentations dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir Ville durable et solidaire et Henri+. Donc, nous soutenons financièrement notamment un projet d'adaptation au vieillissement à Pau, dans le quartier Saragosse, et puis un projet d'intégration des problématiques de genre dans les quartiers Village, puis La Marlière et les Murs-Monseigneur à Villiers-le-Bel. Ces expérimentations sont finalement un espace de construction finalement de modèles et de pratiques à essaimer pour potentiellement aussi de relever des écueils, des difficultés sur lesquelles travailler pour aider d'autres territoires et ces territoires en particulier qui mènent ces expérimentations à reproduire ces démarches. Nous animons par ailleurs dans le cadre du club Henri+, un groupe de travail qui est élargi à d'autres territoires que ces deux territoires que nous finançons directement dans le cadre de ces programmes d'investissement d'avenir pour une réflexion autour de l'approche égalitaire de l'urbanisme. Ce groupe de travail s'était lancé juste avant le confinement, donc il a été plus ou moins avorté. En tout cas, une séance s'est tenue, mais pas plus jusque-là, et nous allons poursuivre. Entre-temps, c'est réaliser un travail en chambre d'analyse documentaire et de croisement, de retour d'expérience. Je vous en ai mis alors, à l'écran, je ne sais pas s'ils sont bien lisibles, mais d'autres territoires que ceux financés dans le cadre du programme d'investissement d'avenir s'intéressent de près et expérimentent concrètement cette notion d'approche égalitaire de l'urbanisme. Et donc, nous les avons sollicités dans le cadre de la préparation de ce carnet. Et donc, comme je le disais à l'instant, l'idée pour nous est de travailler sur une suite en identifiant finalement des enjeux d'approfondissement de ce que nous avons pu déjà réaliser, en réunissant du coup à la fin du printemps et puis à l'automne et à l'hiver, des collectivités porteuses de projets et de réflexions autour de l'approche égalitaire de l'urbanisme pour aller cibler des sujets très concrets sur lesquels il y aurait besoin d'approfondissement. Et du coup, à ce titre, le sujet sport et genre abordé dans le cadre de ces webinaires et dans les réflexions de l'ANCT est une belle occasion de complémentarité dans ces approfondissements. Et peut-être pour finir, un petit aperçu de ce carnet permet d'aborder et de traiter. C'est un carnet qui a été construit véritablement comme un manuel sur à la fois les enjeux, mais aussi concrètement comment mener de A à Z une démarche d'approche égalitaire de l'urbanisme. Donc vous y retrouverez les outils sur l'amont du projet, les outils notamment d'enquête et d'observation quantitatif, qualitatif, des outils, disons, retours d'expérience liés à des préconisations formulées par divers acteurs, soit dans le cadre notamment du projet de Pau que je citais à l'instant, mais aussi d'autres expériences, je pense à Jean Réville et la Ville de Paris, qui ont pu formuler et produire des guides assez détaillés avec des prescriptions à l'échelle du quartier, des bâtiments et des logements. Donc voilà, le quartier, l'interstice peut être par exemple le hall d'entrée, et puis le logement à proprement parler dans cette logique de continuité des pratiques entre l'espace public et le logement. Et le dernier point qui est abordé dans le cadre de ce carnet, c'est des leviers plutôt transversaux qui traitent de comment est-ce qu'on sensibilise, comment est-ce qu'on évalue et comment est-ce qu'on budgétise finalement ces démarches d'approche égalitaire de l'urbanisme. La démarche étant du coup to be continued dans les mois qui viennent pour l'ANRU. Et donc, je vous invite, si vous souhaitez en savoir plus, à retrouver ce carnet sur notre DocuTech et également à nous contacter si d'aventure vous identifiez si vous avez des remarques en fait à nous partager, ou si vous êtes porteur de projets ou identifiez des projets que nous n'aurions pas connaissance et qui s'intéressent justement à cette question égalitaire dans les pratiques de conception de l'espace public et de l'urbanisme plus généralement. Voilà pour ces petits mots d'introduction. Je pense que je respecte mon temps de parole là. Tout à fait, merci beaucoup pour cette introduction et la présentation de ce travail voilà, que nous vous recommandons, qui fait aussi partie de la bibliographie que l'on vous transmettra tout à l'heure également dans le chat. Il y a effectivement aussi quelques exemples autour des espaces sportifs aussi qui sont très intéressants. Et effectivement, les leviers transversaux aussi
peuvent permettre aussi aux acteurs divers aussi autour de la rénovation urbaine, mais pas que, de pouvoir travailler aussi avec d'autres approches plus transversales et d'autres services aussi qui pourraient venir enrichir les réflexions menées autour de ces espaces sportifs, mais pas exclusivement. Alors, merci Antonia, et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, ou même vos remarques via le chat. Il y aura un petit temps dédié juste après l'intervention qui va suivre de Grégoire Quélin, qui est géographe, cartographe indépendant, et qui va intervenir sur les politiques d'aménagement des espaces sportifs de proximité au prisme du genre. Et donc, je vais te laisser la parole, Grégoire. Merci Ingrid, bonjour. Voilà. J'ai essayé de respecter de la même manière le temps de parole. Donc effectivement, un temps d'échange sur les politiques d'aménagement et la question notamment du genre. Donc pour présenter rapidement ma personne, je dirais effectivement que je suis géographe indépendant. C'est un choix particulier avec une thématique assez engagée, une revendication féministe. Je me suis spécialisé notamment dans l'étude des espaces sportifs et des violences qui sont liées à ces espaces, et notamment la question des violences sexuelles qui sont dans l'espace sportif un facteur de travail très important et qui malheureusement n'est pour le moment pas encore mise suffisamment sur le devant de la scène au niveau des recherches. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la question du genre et de ses politiques d'aménagement et m'appuyer notamment sur cette géographe, Jane Dark, qui explique que les villes sont un patriarcat écrit dans la pierre, la brique, le verre et le béton. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie finalement que l'organisation des pratiques est définie par rapport au modèle masculin au niveau, en tout cas, des villes et donc au niveau de nos pratiques quotidiennes. Et qu'il y a une violence systémique envers les femmes et les enfants qui va se développer et qui va passer aussi par l'espace. C'est tous ces travaux des géographes qui vont mettre en avant et insister sur cette importance de la prise en compte de la variable genre dans les politiques d'aménagement des espaces sportifs de proximité. Et il y a un vrai enjeu à prendre en compte cette variable du genre. Aujourd'hui, cette variable, elle est présente, mais elle n'est pas suffisamment explicitée, comprise, et donc l'enjeu va être en quelques minutes de revenir sur cette notion pour voir pourquoi ça peut être important de prendre en compte cette notion de genre dans l'aménagement urbain et notamment au niveau des espaces sportifs. Donc, avec tout d'abord un premier point qui va porter sur qu'est-ce que c'est finalement le genre. Et donc là, on pourrait passer l'ensemble de la conférence sur cette notion-là, mais je vais essayer de le résumer de manière très simple. Pour moi, le genre, c'est une matrice, c'est une catégorie relationnelle et ça va être des rôles de genre. Donc, on va mettre deux classes, masculin et féminin, on va les opposer. Donc, l'idée, c'est vraiment d'incorporer cette différence de manière quotidienne. Donc, on va partir de cette différence au niveau biologique, on va dire qu'il y a un sexe masculin, un sexe féminin, et à partir de là, on va faire une hiérarchisation entre les deux, c'est-à-dire expliquer que le garçon est toujours dominant par rapport à la fille, que le masculin est toujours dominant par rapport à la femme. Et ça va s'exprimer de manière très claire dans l'espace public et dans l'espace politique également, avec cette hiérarchisation qui va s'appliquer dans l'ensemble des domaines, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel sous-domaine. Là, on est sur la question des aménagements sportifs, mais ça pourrait être sur totalement d'autres phénomènes. On retrouvera toujours cette notion de différenciation et de hiérarchisation au profit du masculin. Donc, l'idée, c'est vraiment d'incorporer cette notion-là aux problématiques d'aménagement pour comprendre en fait en quoi on va retrouver au niveau des pratiques et des espaces et de la conception des espaces aussi des inégalités, et notamment avec cette idée que la ville est faite par les hommes et pour les hommes. Et en fait, ça devient inconscient, c'est-à-dire que sans le vouloir, les espaces vont être réalisés et créés de cette manière-là, sans forcément que ce soit souhaité, voulu et qu'on ait vraiment cette volonté-là. Mais malheureusement, on va retomber sur ces dynamiques-là. Pourtant, on remarque bien que dans la société, il y a 52% de femmes. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'au niveau des politiques d'aménagement, on retrouve 52% par exemple de femmes qui soient au poste des décisions. On en est bien loin, que ce soit au niveau politique. Donc là, on peut le voir avec l'idée que par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, elles vont être 39% des élus. On va descendre encore plus bas au niveau des mairies, avec 16% des maires de France qui sont des femmes. On retrouve la même chose au niveau des délégations à l'urbanisme. Par exemple, si je prends l'exemple des Hauts-de-France, sur les 5 délégations qui vont être sur les équipements, infrastructures, renouvellement urbain, habitat, aménagement, on n'a aucune délégation qui va être occupée par un homme, par une femme, pardon. Et c'est
une problématique qu'on retrouve de manière générale, on le voit aussi au niveau des cabinets d'urbanisme et d'aménagement. Je suis extrêmement content qu'aujourd'hui, on ait une architecte qui viendra parler après. Au niveau des postes de direction des plus gros cabinets d'architecture, malheureusement, 9 fois sur 10, c'est un homme qui va être en poste. Et on peut se dire que c'est pas gênant, que c'est un détail ou autre. En réalité, on voit bien que indirectement, ça va avoir un impact réel et concret sur la manière dont les espaces sont ensuite pensés et sont conçus avec des problématiques qui ne vont pas ressortir. Et de la même manière, je fais une autocritique de ma propre discipline en géographie. Pendant longtemps, on a eu beaucoup d'hommes qui faisaient de la géographie et très peu de femmes. Et en fait, on ne prenait pas en compte le fait que, par exemple, on avait des spatialités qui pouvaient être différentes, des violences différentes, des expositions, par exemple, au fait que 100% des femmes, dans l'espace public et dans les situations de transport en commun, c'est une étude du Haut Conseil à l'égalité, ont subi au moins une situation de harcèlement sexiste et sexuel. On ne retrouve pas du tout cette notion-là sur la catégorie homme. Et donc, en fait, si on ne prend pas en compte ce spectre-là féminin-masculin, cette politique du genre, on ne va pas avoir cette donnée-là. Et si on n'a pas cette donnée-là, on ne peut pas travailler de manière concrète au changement et lutter contre les violences, en l'occurrence, les violences sexistes et sexuelles au niveau des transports en public. On va retrouver ces mêmes problématiques-là au niveau des espaces sportifs. Et c'est en ça que la prise en compte du genre et l'analyse de l'espace selon ce spectre-là permet de mieux appréhender et mieux comprendre et contrer finalement les inégalités de genre qui vont se trouver dans la société. On est vraiment sur cette idée de catégorie relationnelle qui se traduit par des rôles de genre différenciés dans l'espace public, où on va avoir donc des formes de violence en fonction du genre, plus ou moins une prévalence plus ou moins forte en fonction du genre, un dualisme, donc par exemple, on va associer d'abord l'espace sportif au masculin, donc on va toujours prioriser le masculin si jamais on a des enjeux d'aménagement, par exemple sur le fait on va avoir un seul vestiaire, ça va être d'abord pour des hommes, et ensuite, si on a de la place pour les femmes, c'est quelque chose qui est encore très répandu. Et on va avoir cette opposition, le masculin peut s'exprimer dans l'espace public, les femmes vont d'abord être associées à l'espace privé, intime, à la discrétion, et c'est quelque chose qu'on va retrouver dès les cours de PS, très jeunes. On a des études par rapport à ça qui montrent qu'effectivement, on va incorporer cette différence, et ensuite, ça va se traduire spatialement au niveau de la construction des aménagements et des espaces sportifs. On va vraiment être sur cette idée de visibilité et d'invisibilité qu'on va retrouver de manière extrêmement forte au niveau de ces espaces sportifs de proximité. Simplement, avant de rentrer en détail sur ce point-là, rappeler que le cadre législatif a évolué et s'est renforcé ces dernières années pour justement permettre de davantage prendre en compte cette question du genre au niveau des politiques d'aménagement des espaces publics, notamment avec la Charte des femmes dans la cité dans les années 90, la Charte européenne pour l'égalité dans la vie locale en 2006, qui insiste notamment sur cette idée de droit fondamental concernant l'égalité femmes-hommes, et la prise en compte de manière intersectionnelle, donc on croise vraiment les différentes problématiques, le handicap, le genre, l'âge, les différentes discriminations qui peuvent s'associer, on va dire, les différents obstacles en tout cas qui se posent pour mieux agir par rapport à ces problématiques-là. Donc ça, c'est un premier temps fort, et on a ensuite un deuxième renforcement avec la loi dite Chiapa, loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui va obliger les communes de plus de 20 000 habitants, donc là on peut encore se dire peut-être qu'on peut aller en dessous de ce seuil-là et faire en sorte qu'elle soit vraiment une politique globale, mais en tout cas ce contrat de ville pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui est inscrit dans la loi et un travail obligatoire, nécessaire en tout cas, sur ce domaine-là au niveau législatif. Et on va avoir cette même exigence au niveau des conseils départementaux et régionaux. Donc, on voit au niveau législatif qu'il y a un vrai travail. Après, le travail législatif ne suffit pas et c'est vraiment un changement culturel qui doit encadrer pour permettre que cet espace public, ce pouvoir qui est d'abord associé au masculin, devienne vraiment une politique de genre, c'est-à-dire une prise en compte de cette question-là pour pouvoir faire en sorte que le sport ne soit plus largement associé au masculin, mais bien que le sport soit accessible à toutes et à tous, comme il est censé l'être en tant que droit fondamental. Donc là, je vais revenir notamment sur cette question de visibilité et d'invisibilité. Aurélie Bresson aura l'occasion de revenir sur la figure d'Alice Mia, mais aujourd'hui, il suffit de taper sur Google, vous allez sur Google Maps, par exemple, vous tapez Alice Mia ou Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, vous allez avoir énormément de résultats de gymnases qui vont sortir ou d'espaces sportifs qui vont porter le nom de Pierre de Coubertin. Alice Mia, actuellement, on va être autour de 10, et encore, si vous tapez, pour l'instant, il n'y a que le lieu à Paris, le gymnase à Paris, qui va ressortir sur Google. On a une vraie inégalité. En fait, ça paraît un détail, peut-être, mais finalement, le nom
la nomenclature des lieux sportifs a déjà un impact aussi sur l'appropriation qu'on va avoir de ce lieu. On se rend compte que justement, c'est un héritage inconscient, c'est-à-dire qu'on voit d'abord une figure masculine. Donc, c'est des sportifs qui vont être associés à ces lieux de sport et on va avoir un impact sur l'inconscient, c'est-à-dire sur le culturel aussi, le mental, se dire si ça porte un nom d'homme, peut-être que le sport est d'abord masculin. C'est en tout cas l'idée qui va se propager de manière très inconsciente dans la société, mais ça a un réel impact au niveau des pratiques. Donc, je vais revenir sur cette étude qui a été menée par Egal Sport, qui montre qu'effectivement, dans plus de 90% des cas, les noms qui sont portés, donc la nomenclature des espaces sportifs de proximité, sont d'abord masculins, dans 90% des cas. Dans 8% des cas seulement, on va avoir un nom d'athlètes féminines ou de sportifs, de dirigeantes féminines. Et donc là, on a une vraie différenciation qu'on va retrouver de manière générale dans l'espace public sur les questions de sport, avec, donc, par exemple, les unes du quotidien de l'équipe, moins de 5% des unes sur ces dernières années qui sont consacrées aux femmes. Les types d'équipements qui vont aussi varier. Donc, les hommes vont avoir des grands stades pour pouvoir jouer. Les femmes vont être en périphérie. Et là, on le retrouve y compris dans des sports comme le foot, qui sont censés être un petit peu plus avancés sur ces questions de genre. On va avoir ces inégalités-là. Vous pouvez prendre le PSG. Pendant longtemps, les filles du PSG ont joué en périphérie sur des stades annexes. On donne toujours la priorité aux garçons. Et ensuite, quand on a des moyens, quand il y a des avantages, on peut aller vers les pratiques féminines. C'est quelque chose qu'on trouve de manière très prononcée au niveau du sport. Et on le voit avec cet exemple aussi, qui date de 2020. Donc, on peut se dire que ça bouge, mais en fait, il reste encore des traces. Un match de football au niveau national qui est arrêté chez des féminines pour laisser la place à des garçons qui jouent à un niveau inférieur. Mais on laisse la priorité aux garçons et donc on a un match qui a été interrompu littéralement pour permettre l'entraînement des garçons sur ce terrain-là. C'est aussi une typologie d'usage qui va différencier. Et donc, par exemple, sur l'Euro 2016, on s'est rendu compte que certains stades de foot n'étaient équipés que d'urinoirs et finalement pas accessibles au niveau des toilettes pour les femmes. Donc, on a un vrai questionnement qui commence à apparaître et on prend conscience de ces différences d'invisibilité, d'inaccessibilité concernant cette problématique du genre. Et c'est là où on a un intérêt spécifique à dire le genre doit être un spectre d'analyse en particulier, c'est que si on ne prend pas en compte cette donnée-là, on ne va pas pouvoir travailler soit en amont, soit pendant, soit après sur cette notion-là et faire en sorte de réduire ces inégalités-là. On se rend compte aussi, et je vais essayer d'avancer un petit peu plus rapidement là-dessus, sur le fait que ce soit vraiment inscrit de manière très tôt dans les esprits. C'est-à-dire qu'on retrouve, donc là c'est un dessin d'un élève de collège, d'une cour d'école, on se rend compte qu'en fait les pratiques sont vraiment, dès cet âge-là, dès l'école primaire, dès le collège, déjà normées en fonction du genre. Donc les garçons vont être au milieu, donc là on voit que l'élève a fait un dessin avec le G pour garçon et le F pour fille. Les garçons sont vraiment au milieu de la cour et les filles en périphérie. On retrouve vraiment ces dynamiques-là dès le plus jeune âge et on voit un apprentissage différencié de l'espace. Les hommes vont naturellement pouvoir utiliser l'ensemble du terrain et les filles vont être reléguées aux périphéries. On retrouve aussi cela dans les cours de PS. Donc là, je vous renvoie aux travaux notamment d'Edith Mariou-Ayjous, Benoît, sur les questions par rapport aux cours de récréation et aux travaux de Karine Guérandel, qui est sociologue, qui a travaillé sur les cours de PS et montré en quoi vraiment on a une différenciation qui s'inscrit et qui est normalisée aussi par les institutions, c'est-à-dire que les professeurs de PS ne sont pas forcément formés à cette question du genre, et donc on retrouve et on va se former directement avec ces inégalités d'accès, et c'est quelque chose qu'on retrouve derrière dans les aménagements publics, avec les city-stades, les skateparks qui vont être suroccupés par des hommes, et donc des financements publics qui bénéficient plus largement aux hommes qu'aux femmes. Et on retrouve aussi ça sur des financements différenciés. On pense toujours au city-stade quand on parle d'espace de proximité, mais on peut penser aux terrains de pétanque qui vont être suroccupés par des hommes et qui vont être davantage financés publiquement que des centres équestres, par exemple. On a aussi la question du genre et des agenres qui va apparaître. C'est-à-dire que quotidiennement, on va retomber sur cette idée de différenciation entre femmes et hommes. Par exemple, vous prenez un vestiaire, quand on se retrouve devant la porte d'un vestiaire, on est soit homme, soit femme. On n'a pas le choix, on est obligé d'être classé dans l'une ou l'autre des catégories. Alors, il y a certains sports, je pense notamment au roller derby, qui avancent justement sur cette question-là. Mais aujourd'hui, on retrouve vraiment cette différenciation corporelle, cette différenciation mentale aussi, de hommes et femmes. Et en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais on va manquer de vestiaire, on va dire les filles n'auront pas de vestiaire et les garçons auront un vestiaire. Et donc, il y a un vrai enjeu de cette prise en compte, encore une fois, du genre.
Ma dernière partie va davantage porter sur des expérimentations, des bonnes pratiques et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire et pourquoi utiliser cette question du genre. Le premier point que je voulais aborder, c'est cette question des budgets sensibles au genre. Donc, les budgets sensibles au genre, c'est l'idée de prendre en compte la question du genre, d'analyser politiquement qu'est-ce qui est mis en place à l'heure actuelle et de trouver les réponses qu'on peut donner à ces inégalités. Donc, c'est une action des collectivités locales, notamment par le biais des budgets, qui vont cibler plus spécifiquement certaines pratiques en tenant compte du genre. Donc, ça va être soit attribuer, par exemple, davantage de financement à des pratiques féminines ou à des sports qui vont être davantage féminins, cibler certaines actions au profit des publics féminins, au profit des sportives. En tout cas, ça va être de procéder à un rééquilibrage des budgets et donc, avec cette finalité de réduire les inégalités. Cependant, et c'est là où je mets un spectre aussi négatif sur ces budgets sensibles de genre, c'est que souvent c'est une action a posteriori. C'est-à-dire qu'on va avoir une régulation des financements et non une modification en amont de la culture sportive. C'est-à-dire, on va garder ces stéréotypes. Par exemple, on va davantage financer des pratiques féminines, la gymnastique. On va créer davantage de gymnases faits pour la gymnastique plutôt qu'un city-stade de football qui va être davantage pratiqué par des femmes. Donc, on va rester souvent sur des actions qui vont être stéréotypées finalement, plutôt que de s'interroger sur le fondement même des sports et comment utiliser les espaces pour peut-être arriver à davantage de mixité. Et c'est ce qu'on retrouve sur des actions de terrain, donc là, une gestion aussi a posteriori, par exemple, qui vont être mis en place par Sport dans la ville, l'UFOLEP ou autres, qui vont accompagner les pratiques de manière à arriver à cette mixité de pratiques par rapport à du football, par exemple, et non sortir du spectre gymnastique féminin, football masculin ou autre. Donc, il y a des intérêts et des inconvénients, comme toujours, à certaines pratiques. En tout cas, c'est une idée intéressante de se dire les budgets vont être réfléchis par rapport à cette question du genre et de voir comment on peut agir par le biais du budget, par le biais des financements, sur cette réduction des inégalités. On va avoir d'autres bonnes pratiques et je vous invite notamment à consulter le guide du centre Hubertine Auclair qui est revenu sur comment mettre en place ce budget sensible au genre et notamment aussi les nuances qu'on pouvait mettre en place pour réfléchir sur cette question des stéréotypes de genre et faire en sorte qu'ils ne soient pas intégrés justement à ces politiques budgétaires particulières et sensibles au genre. D'autres pratiques, on va avoir un travail sur les cours de récréation et donc par exemple ça va passer par cette mixité, cette couleur. C'est-à-dire, on va, au lieu de mettre un espace, par exemple, de football en plein milieu de la cour, on va repenser l'organisation de la cour spatialement, recréer une cour, donc modifier le type d'aménagement, le type d'activité proposée, le type d'activité financée, mettre en place, par exemple, aussi et valoriser des sports de filet qui vont inviter à davantage de mixité, plutôt que de mettre le terrain de foot au milieu et reléguer d'autres pratiques aux périphéries. Ça va être un jeu sur les couleurs aussi pour éviter d'associer certaines couleurs, par exemple au féminin ou au masculin. Donc, on va avoir tout un ensemble de modifications sur l'aménagement des pratiques. Ça peut aussi passer, excusez-moi, sur la modification et la transformation de l'identité du lieu. Et enfin, sur l'action autour de l'environnement, autour des pratiques. L'environnement autour des pratiques, c'est par exemple que des études ont montré que dans l'espace public, des femmes pouvaient avoir un sentiment de peur renforcé, notamment quand les éclairages étaient faibles, quand on n'avait pas accès à des toilettes publiques à proximité. Donc, c'est des enjeux qui peuvent être pensés en périphérie de l'espace sportif. C'est-à-dire quand on va penser notre espace sportif et qu'on va intégrer cette question de genre, c'est pas uniquement l'espace sportif en tant que tel, mais c'est aussi l'environnement autour de l'espace sportif et de l'espace de pratique. Enfin, ça peut être aussi de repenser le sport qui va être mis en avant. Et donc là, je sais que François-Emmanuel Vigneault aussi est présent sur la conférence et parlera plus en détail de Pitch One, mais c'est l'idée de créer des espaces multi-activités, c'est-à-dire au lieu de mettre un city-stade où l'activité est uniquement le football et par exemple le basket, on va repenser avec des gyms, avec des machines fitness, avec la possibilité de faire du foot, du tennis, du basket, du handball. En fait, l'idée de pouvoir faire différentes pratiques, différentes formes de pratiques qui vont amener à de la mixité à la fois de genre, de sexe, d'âge. Et on va vraiment retrouver cette idée-là. Ça peut être aussi de transformer totalement l'aménagement avec, par exemple, à Rouen, l'idée d'enlever les grilles du city-stade. Et donc, on a une transformation totale des pratiques. On passe d'une pratique qui va être masculine du football à un roller derby qui va être majoritairement féminin. Donc, il y a une action qui peut être faite en amont, pendant ou a posteriori. Donc, si j'essaie de synthétiser un petit peu toutes ces idées-là, on peut agir en tout temps de l'aménagement. C'est vraiment le message important. Soit on peut agir sur le type d'aménagement qui va être proposé,
On peut agir sur l'accessibilité, donc avec des créneaux spécifiques, des séances découvertes, des démonstrations, des concours, des coachings, en renforçant notamment cette pratique féminine. On peut agir sur l'environnement, donc l'accès et la proximité, l'accès aux loisirs, les toilettes, la localisation, l'ouverture. Ça peut être aussi de partir de cette idée de charge mentale, familiale qui va être plus importante chez les femmes, et donc de penser le lieu dans lequel on va implanter ces espaces sportifs de proximité pour qu'ils soient davantage accessibles aux femmes. Modifier l'identité du lieu. Donc là, on l'a vu sur la question des nomenclatures, la question des couleurs. Et on va avoir aussi une question donc d'observation, de construction et de gestion. C'est-à-dire l'observation, ça va être en amont. On fait un diagnostic, on part des usages actuels pour comprendre qu'est-ce qui va limiter la pratique des femmes et expliquer pourquoi on a une suroccupation de certains espaces sportifs de proximité par les hommes. Donc c'est comprendre par exemple les notions d'insécurité, l'absence d'usage pour redéfinir éventuellement. Et donc là, on peut associer aussi les populations directement via ce diagnostic pour comprendre qu'est-ce qui peut limiter certaines pratiques. Ça peut passer par des démarches exploratoires, c'est-à-dire vraiment accompagner et expliquer et suivre finalement la vie des personnes pour comprendre pourquoi certains lieux vont être plus ou moins occupés par certaines personnes. Ça va passer par la construction en tant que telle, l'aménagement réel, donc comme je le disais, sur l'idée d'identité, d'environnement et de sécurisation. Et donc là, on va être aussi sur la typologie. Quel type de sport on va vouloir mettre en place? Si on réfléchit par exemple sur l'usage du football, comment on va faire en sorte que les femmes aient autant accès que les hommes à ces espaces de pratique? Et donc là, on arrive sur cette dernière notion qui est la notion de gestion. C'est la notion de faire vivre le lieu, faciliter et accompagner après l'aménagement, avec par exemple des créneaux girls only qui peuvent être mis en place dans des skateparks ou dans des city-stades, ou en tout cas changer le regard sur le lieu, réadapter au regard de l'occupation. Ça veut dire aussi qu'une fois qu'on a pensé et analysé, donc fait notre diagnostic avec les populations, construit un aménagement, une fois que l'aménagement est en place, c'est aussi observer qu'est-ce qui se passe concrètement sur ce lieu et éventuellement réadapter, modifier cet aménagement si jamais on observe que notre objectif de départ qui était sur la réduction des inégalités, par exemple d'accès sur le genre, ne fonctionne pas. Donc l'aménagement constitue vraiment un levier pour réduire ces inégalités de genre. Et le dernier aspect, c'est vraiment cette idée de le genre, c'est important et c'est vraiment central, et c'est aussi pour ça qu'on insiste aussi dessus sur cette conférence aujourd'hui, mais il ne doit pas faire oublier les autres inégalités sociales qui peuvent se retrouver. L'idée, c'est vraiment de croiser les différentes problématiques, donc la question des âges, la question de mixité au niveau des origines sociales, de l'identité sexuelle, du handicap. En fait, on ne doit pas oublier les autres politiques et uniquement se centrer sur la question du genre, même si évidemment cette question-là est déjà très importante. C'est vraiment un travail intersectionnel qui doit être mené de manière à pouvoir prendre en compte toutes ces questions de politique d'aménagement des espaces sportifs et arriver à davantage de mixité, de bien vivre ensemble et d'accès de ces espaces au plus grand nombre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Grégoire, c'était parfait sur le timing et merci beaucoup pour la qualité de ton intervention. Alors, on prend le déroulé du programme et nous avions prévu un petit temps d'échange avec l'ensemble des participants et j'imagine que ce que vous avez pu mettre en avant sur la modification de l'aménagement, sur la transformation de l'identité du lieu, l'action autour de l'environnement, la gestion, l'animation de ces espaces et de les faire vivre, ça fait quand même intervenir toute une diversité d'acteurs qu'on a aujourd'hui derrière ces écrans. Alors, est-ce que ça appelle des remarques ou des questions? J'ai vu qu'il y avait quelques témoignages, remarques autour de pratiques sportives moins connues, le roller derby, mais aussi le Quidditch, si je le prononce bien, parce que je ne connais pas. Pour les pratiques, en tout cas, et les expériences que vous pensez enrichissantes, on va vous communiquer un lien dans le chat pour pouvoir répondre à une enquête qu'on mène aussi avec l'ANCT sur la mise en valeur aussi des acteurs de terrain, des territoires, sur des pratiques plus inclusives. On a aussi Sylvie Durand-Tourbetta du Conseil national des villes
qui évoque la norme AFNOR, SPEC, je crois, je le dis bien, j'espère, sur les budgets intégrant l'égalité. AFNOR SPEC. Voilà, merci. Est-ce que Sylvie, tu veux en dire un petit mot peut-être? Oui, peut-être que d'autres collègues pourraient le dire aussi bien que moi, mais c'est vrai que le CNV a travaillé et a émis un avis maintenant 3 ans sur la place des femmes et des jeunes filles dans les espaces publics des quartiers populaires, et en avait découlé un certain nombre de recommandations, dont celle de mettre en place des budgets intégrant l'égalité femmes-hommes, des budgets genrés. Et il y a une expérimentation, une circulaire a été faite pour que toutes les préfectures s'emparent de ça, et que dans les contrats de ville, les subventions qui étaient octroyées aux associations puissent être regardées à cette aune-là, sachant que voilà, il y a des questions de mentalité, que c'est pas simple, que c'est pas commode. Donc il y a eu une expérimentation qui a été faite, et aujourd'hui on en est plutôt maintenant à se dire que on peut de façon assez simple et pédagogique, émettre, on conçoit en ce moment une norme AFNOR qui permettra d'être diffusée sur toutes les subventions qui sont accordées dans le cadre de la politique de la ville, qu'elles soient de l'État ou quel que soit le payeur, de l'État ou des collectivités, et qu'on espère que, bien évidemment, qui peut le plus, peut le moins, et pour une fois, si les quartiers pouvaient inspirer l'ensemble des autres politiques publiques pour que ça puisse rayonner au-delà des quartiers, qu'il y ait des budgets intégrés, ça serait une bonne chose. Donc le document sera prêt, on y travaille jusqu'en juin, donc ça sera prêt, je pense, courant de l'été. Je m'avance moins en disant courant de l'été. Et de la même façon, se met en place un groupe de travail pour une norme sur les marches exploratoires, portée aussi par mes collègues de la NCT. Voilà, donc ça, c'est pas faire de la norme pour faire de la norme, mais c'est pour, je pense, aider à combattre les représentations et les stéréotypes, y compris que peuvent avoir les élus et les professionnels quand on est sur ces questions. Et je dis bien les professionnels parce que voilà, pour être professionnel, je pense qu'on est aussi porteur nous-mêmes d'un certain nombre de représentations. Voilà. Merci. Merci beaucoup Sylvie pour ce partage et ce témoignage. Juste peut-être vous rappeler aussi que ce webinaire qui s'est construit donc, avec la NCT et le CNV est issu aussi de cette expérimentation des budgets intégrant l'égalité femmes-hommes dans le cadre des programmations annuelles des contrats de ville. Et on a travaillé finalement un support aussi, un web documentaire qu'on vous mettra aussi dans le chat, qui fait aussi partie de la biblio, qui peut aussi servir d'outil pour mieux comprendre finalement cette approche. Et c'est vrai que parler des budgets intégrants et de l'égalité femmes-hommes, c'est aussi parler de l'observation, de l'objectivation, et c'est pas forcément évident pour les acteurs. Donc, vous disposerez de pas mal d'outils, d'étayage sur ce support pédagogique qu'on va vous communiquer, et qui a été réalisé l'an dernier. Et l'idée autour de ces espaces sportifs aujourd'hui, c'était aussi d'aller plus loin, effectivement, comme vous le disiez, de réussir à travailler ou de penser plutôt en transversalité et de montrer que l'ensemble des acteurs ont aussi des liens ou des alliances nécessaires pour réfléchir, non pas chacun de leur côté, mais avec toute leur plus-value, les espaces sportifs aussi à destination des femmes. Effectivement, Grégoire, pas exclusivement, mais aussi pour la pratique féminine. Alors, je crois qu'il y a un petit témoignage de M. Patrick Chevalier sur l'importance de l'éducation, sensibiliser et informer dès le plus jeune âge, y compris dès la maternelle. Effectivement, Grégoire en parlait, sur l'ancrage aussi des stéréotypes, des normes, une réelle concertation entre enseignants, parents et enfants. En effet, la cour de récréation doit être réaménagée, et merci pour cet exposé. Et effectivement, tout ce qui est entrepris aujourd'hui sur les cours de récréation assez médiatisées et très, très intéressantes, c'est des choses qui peuvent être aussi analysées et non pas dupliquées, mais en tout cas d'être
comparer aussi au travail qui peut être fait sur les espaces sportifs au sein des quartiers, mais pas exclusivement, bien sûr. Effectivement, les travaux d'Edith Marie-Jules seront aussi dans la biblio que vous pourrez consulter. Est-ce qu'il y aurait d'autres remarques ou d'autres questions? Ou peut-être passer à la suite. Alors, écoutez, je vous propose qu'on enchaîne, on respecte parfaitement le timing. On va procéder à la table ronde. Et c'est vrai qu'un des engagements forts de ce webinaire, c'est aussi d'avoir une diversité d'acteurs, puisqu'on considère que le travail autour des espaces publics dans les quartiers, autour des espaces sportifs, nécessite une approche plurielle. Et on pense que du coup, cette table ronde reflète cette approche. Et on va accueillir, donc je vais vous présenter les participants de cette table ronde. On va accueillir Lisa Allegrini, qui est architecte, urbaniste, chargée d'études urbaines en aménagement et urbanisme pour le cabinet En Acte, qui a travaillé pour la métropole de Rouen aussi. François-Emmanuel Vigneault, qui a développé les terrains sous la marque Pitch One, qui est aussi président de Sport Espace Innovation, architecte, docteur en géographie et en aménagement. On a également Nicolas Lovera, qui est directeur général de Playgon, expert en design actif, consultant et en aménagement ludique et sportif. Et puis, nous aurons également Adil Elwadé, qui est directeur technique national adjoint au pôle sport et société de l'UFOLEP. Et enfin, on aura également ATNZT, qui est responsable de l'école municipale de football pour la ville de Sarcelles. Et je vais donc demander à Ivana Sanchez, qui est notre stagiaire, qui a fait un très, très gros travail sur le recueil de pratiques européennes, justement sur la manière dont, en Europe, on traite ces questions et la manière dont peuvent avoir une conception peut-être intégrée et que ce soit aussi une politique publique en matière d'égalité femmes-hommes aussi qui impulse ce travail. Et donc, les exemples qu'on est allé chercher, même si ce n'était pas simple en Europe, c'est Ivana qui s'en est chargée et vous pourrez en bénéficier très prochainement puisqu'on les publiera également au grand public et ce sera aussi des outils à votre disposition. Voilà, je laisse Ivana et merci beaucoup. Et puis, je te laisse la parole pour animer cette table ronde. Oui, très bien, merci beaucoup. Oui, je voudrais accueillir Madame Allegrini, Lisa Allegrini. Vous êtes architecte urbaniste, chargée d'études urbaines en aménagement et urbanisme pour le cabinet En Acte. Vous avez réalisé un travail d'analyse sur les usages de certains équipements, notamment sur les aires sportives du parc des Champs-Bruyères au sein de la métropole Rouen-Normandie. Quel a été le sens de cette démarche et sur quelle méthode vous vous êtes appuyé? Et si vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur les constats que vous avez pu faire à l'issue de cette démarche et en quoi cela a permis de remonter les aménagements prévus. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Ivana. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Alors effectivement, j'ai travaillé avec la métropole Rouen-Normandie sur les usages et les pratiques sportives au sein du parc du Champ des Bruyères. Donc le parc du Champ des Bruyères est un parc métropolitain situé au sud de Rouen. Donc pour ce projet, la métropole Rouen-Normandie a souhaité avoir un gros focus sur la question des femmes et des pratiques sportives. Donc c'est après la réalisation, notamment dont Grégoire parlait, des quais bas rive gauche et donc de la piste de roller derby que la métropole a enclenché une dynamique sur la question du genre. Et donc, pour cet espace du Champ des Bruyères, l'idée, c'était de permettre aux femmes d'avoir une pratique sportive plus forte et plus élargie que celle qu'on connaît actuellement. L'idée était donc de proposer un espace qui pourrait permettre aux femmes de se réapproprier l'espace public. Et donc, l'idée a été de faire une aire de yoga, de pratiques de yoga et de sport doux. Malheureusement,
l'ère de yoga a été très peu utilisée, donc selon mes analyses et mon étude, dont je vais parler juste après, puisque en fait, l'ère de yoga était disposée juste à côté de City Stade. Donc, on voit là, comme Grégoire parlait, que la question des usages et de la gestion des espaces en fait, est très importante, puisque l'aménagement et l'orientation de ces espaces a un rôle très clé pour pour l'appréciation de ces espaces. Donc moi, mon rôle, c'était de faire des études et une analyse, voilà, et de faire un retour sur ce projet. L'idée, c'était vraiment de voir si la question du genre qui avait été pris en compte avait été bien respectée, et si les volontés qui avaient été mises en place par la métropole avaient été finalement respectées. Voilà, c'était un retour d'analyse et de pratique. Voilà. Le retour a été au final très, très peu conséquent, puisque voilà, lors de mes analyses qui sont passées par des observations, des comptages et aussi des entretiens. Donc, j'ai passé 2 mois en fait sur le parc du Champ des Bruyères à interroger les personnes, à faire des observations, des comptages. C'était vraiment un retour sensible plus qu'autre chose, mais voilà, le retour a été sans appel. Cet espace de yoga est finalement très peu utilisé, puisque la configuration en fait de l'espace a été comment dire, en fait, la pratique du yoga est quand même un sport très intimiste, très voilà, très comment dire, oui, très intimiste. C'est un sport qui est relativement calme et situé juste à côté des city-stades, qui sont des lieux assez bruyants et où de nombreuses personnes y jouent, en fait. Voilà, comment dire, ce n'était finalement pas un choix très judicieux dans l'aménagement. Donc cette analyse a permis de remettre en question, voilà, ces espaces, et la métropole Rouen-Normandie va à nouveau réfléchir à comment intégrer davantage la question de l'aménagement pour cet espace, et notamment aussi sur la question de covisibilité, puisque là, l'espace avait été mis au centre en fait, des pratiques pour justement permettre la covisibilité, mais finalement, le son en fait, et le bruit des espaces publics est aussi une notion importante, je pense, à prendre en compte. Voilà, donc c'était votre première question, je crois, Ivana. Donc voilà, les constats étaient que c'est très important de prendre en compte la covisibilité, le fait que les femmes puissent se sentir bien, mais il y a également la question du bruit, de l'animation. Il ne faut pas que le lieu soit trop loin du public et de la population, mais il ne faut pas non plus que ce soit au centre des regards et de l'animation. Voilà. Merci beaucoup. Donc, à l'issue de cette démarche, vous avez fait des constats et qu'est-ce qui a été prévu? Quelles sont les adaptations qui permettent de favoriser la présence de femmes et leurs pratiques sportives? Alors, comme je l'expliquais, c'est vraiment la position en fait, de cet espace dans l'espace public qui va être important. Mais comme le disait Grégoire, il y a aussi la question de la gestion et des usages. C'est comment permettre aux femmes en fait, de s'approprier cet espace et comment les inciter à s'approprier cet espace. Car comme le disait Grégoire, on a voilà, cette culture et ces représentations qui sont que la femme a davantage sa place dans l'espace privé que dans l'espace public. Et comment est-ce qu'on va amener les femmes en fait à venir occuper l'espace public, à se l'approprier et voilà, à oser en fait aller dans ces espaces. Donc voilà, différentes propositions ont été données à la métropole, et notamment la question des associations sportives qui sont en fait de grands acteurs pour justement la réappropriation de l'espace public. Cela va permettre en fait aux femmes
de venir une fois, 2 fois, 3 fois avec l'association sur cet espace. Et puis, une fois qu'elle va se sentir davantage en sécurité, elle va se sentir légitime aussi, parce que la question de la légitimité est très importante. Voilà, cette personne-là va peut-être pouvoir revenir une seconde fois avec des amis, puis peut-être toute seule. Et en fait, c'est comme ça qu'on se réapproprie l'espace public et la ville. En fait, c'est par ce genre d'action. Et c'est en cela que les associations vont être très, très importantes. Et la gestion aussi de ces espaces, puisque c'est important de travailler sur l'aménagement, mais c'est aussi le après des projets sont aussi très, très importants. Donc voilà. Merci beaucoup pour vos travaux, votre participation, c'est très intéressant. Et donc, pour rester un peu dans cette idée de l'aménagement de l'espace et sur les pratiques sportives de femmes, ça nous amène aussi à nous interroger sur le type d'équipement sportif qui peut favoriser la mixité. Donc, je me tourne vers vous, Monsieur Vigneault. Vous êtes inventeur et détenteur des brevets de la marque Pitch One. Vous avez conçu les terrains multisports sous cette marque. Et vous avez aussi écrit « Le sport peut être facteur d'épanouissement individuel et de cohésion sociale à condition que l'espace sportif s'y prête ». Au regard de ce parcours singulier que vous avez, pouvez-vous revenir sur la genèse de votre projet, de ce projet de Pitch One, et en quoi ces terrains permettent-ils un usage mixte, s'il vous plaît? Oui, bonjour, merci de votre invitation. Pour ce qui est de la genèse, je pense que c'est une série de constats en plusieurs phases. La première phase, c'était au début des années 80, où j'étais étudiant en architecture, mais aussi athlète, puis préparateur physique. Et ça m'a amené à avoir un regard critique sur les équipements sportifs et notamment leur fonctionnalité et le type de public qui pouvait en bénéficier. Et le constat, c'était que ces équipements, pour la plupart, les équipements traditionnels, sont surtout conçus pour la compétition, et c'est-à-dire plus particulièrement la compétition des adultes masculins. Et ils sont rarement adaptés à d'autres formes de pratiques comme le sport loisir, le sport santé ou le PS. La deuxième phase de constat, c'est lorsque j'étais architecte au bureau des équipements sportifs du ministère des Sports. J'avais suivi au début des années 90 l'opération qui s'appelait J-Sport, qui avait été lancée par le ministre de l'époque, Frédéric Brenin, qui consistait à financer des équipements sportifs de proximité dans les quartiers qui faisaient l'objet à l'époque des procédures qui s'appelaient DSQ, Développement social des quartiers. Et le constat que j'ai pu faire à cette occasion, et qui s'est toujours confirmé par la suite, c'est que les premiers terrains multisports, donc on a appelé ensuite City-Stade, qui ont émergé à cette période, donc permettent surtout la pratique du foot, un petit peu du basket, mais sont généralement accaparés par des ados et des jeunes adultes masculins, qui de fait excluent les filles, les enfants ou les adultes. Or, selon l'INSEE, en 2018, les 15-20 ans garçons représentent seulement 3,8% de la population nationale. Donc, en termes d'utilité sociale pour des équipements publics, c'est extrêmement limité. Et donc, ce que j'ai souhaité faire, c'est concevoir des équipements sportifs qui bénéficient à une part très large de la population. Je dis souvent de 7 à 77 ans comme Tintin, mais qui permettent donc des pratiques de sport loisir surtout, de manière mixte intergénérationnelle, où on puisse, garçons et filles, enfants comme seniors, valides comme personnes en situation de handicap, pratiquer en un même lieu, en même temps et si possible ensemble. Et donc ce qui va faire que ces équipements favorisent les pratiques mixtes intergénérationnelles, ça vient là aussi d'une réflexion à caractère plus théorique que j'ai menée dans le cadre d'une thèse de géographie aménagement, où j'ai beaucoup travaillé sur les rapports du sport à l'espace. Et ce que l'on peut constater, c'est que les sports qui spontanément vont se pratiquer de manière mixte intergénérationnelle sont notamment le badminton, le tennis et le volley. Et donc le point commun de ces trois sports, c'est que ce sont des sports de filet, donc dans lesquels il n'y a pas de confrontation directe entre les adversaires, on n'a pas l'appréhension de recevoir des chocs,
et le filet va atténuer les rapports de force physique entre les adversaires. La contrainte qu'il fallait essayer de surmonter, c'est que ces équipements de proximité ont vocation à être en accès libre. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là en permanence pour venir installer, enlever et stocker les poteaux et les filets. Donc, il fallait avoir des poteaux et des filets fixes de 3 hauteurs différentes sans que ça gêne la pratique du foot et du basket. Et donc, j'ai inventé une nouvelle configuration qui fait que ces équipements sont à la fois multisports, mais ils sont aussi multiterrains. Et ce sont les séparations entre les différents terrains, les terrains de ce que j'appelle les sports de but, qui vont permettre les sports de filet. Donc, on va avoir simultanément la possibilité de pratiquer sur plusieurs espaces, qui évite l'effet d'accaparement par une bande. Et on aura donc des sports de but plutôt masculins, mais aussi des sports de filet qui permettent ces pratiques mixtes et intergénérationnelles, comme l'évoquait tout à l'heure Grégoire. Voilà. Et donc, ainsi, on peut se partager davantage l'espace public par une large proportion de la population. Merci beaucoup. C'est très intéressant et aussi dans cette idée de concevoir de nouveaux espaces. Et vous avez été sollicité par plusieurs collectivités pour les installer. Pouvez-vous revenir sur les demandes initiées par ces territoires et avez-vous un retour à nous faire sur leurs impacts? Oui, alors l'exemple que je trouve jusqu'à ce jour le plus intéressant, c'est celui de La Roche-sur-Yon, où l'équipement a été voulu par des jeunes qui d'abord ne connaissaient que les terrains multisports traditionnels, et quand ils ont découvert Pitch One, ils ont dit ça nous intéresse, c'est ça que l'on veut. Et surtout, le projet s'est élaboré au sein de la maison de quartier entre les différentes associations qui représentaient les habitants, donc non seulement les jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui représentaient donc l'ensemble de la population du quartier au sein de la maison de quartier. Et il se trouve que cette co-construction, comme ça a été dit tout à l'heure, du projet, permet qu'aujourd'hui, cet équipement soit utilisé aussi du fait de sa localisation, évidemment, qui est prépondérante, qui est à la fois entre l'école, un gymnase et la maison de quartier. Ça permet que dans la journée, l'école utilise beaucoup l'équipement. Le soir, il est utilisé de manière spontanée, auto-organisée par les habitants, des garçons et des filles, des parents, voire des grands-parents avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et aussi, lors des vacances scolaires, la maison de quartier propose des animations, notamment en faisant découvrir des sports auxquels les jeunes s'adonnent relativement peu. Ça a été des tournois de roller hockey, par exemple, et favorise une pratique donc encadrée, une pratique mixte, justement. Et donc, cette pratique mixte qui est découverte, si on peut dire, dans le cadre de ces animations, va pouvoir se prolonger en dehors lors des temps d'utilisation spontanée et auto-organisée. C'est l'exemple qui me paraît le plus révélateur des avantages de ce nouveau type d'équipement. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et dans ce même fil directeur de repenser les espaces pour la pratique sportive, nous avons aussi la question de l'attractivité des équipements sportifs. Et donc, pour cette question, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Lovera. C'est le directeur général de Playgun. Playgun est une société spécialisée dans la vente et l'installation d'équipements urbains destinés à l'aménagement des espaces ludiques et sportifs. Vous êtes aussi expert en design actif et consultant en aménagement ludique et sportif. Et ça fait un peu en lien avec l'intervention précédente. Donc, vous avez de nombreuses expériences auprès des collectivités aussi en matière d'équipements sportifs, de proximité. Donc, quelles sont les erreurs que vous constatez souvent et quelles sont les conséquences spécifiques sur la pratique féminine? Bonjour, merci pour votre invitation. Et merci de me faire passer derrière tous ces gens qui ont déjà dit beaucoup de choses et qui se regroupent parfaitement. Et c'est très bien, je serais ravi d'en discuter avec eux plus tard.
Donc nous, on est une société qui existe depuis 1975, donc des terrains de sport, on en a vu quelques-uns. C'est une boîte qu'on a repris en 2006. Et on essaye en fait d'amener le sport là où la pratique est peu diffuse et de transformer la pratique sportive pour amener le plus de personnes au sport. Quel est notre constat en fait dans les collectivités? C'est que finalement, les équipements sportifs qui sont mis en place aujourd'hui, et ça on en a parlé précédemment, c'est quasiment la même chose depuis 20-25 ans en fait. Ça n'a pas beaucoup évolué, on amène les mêmes solutions. On a des problématiques qui se répètent et qu'on avait par le passé et qui s'amplifient aujourd'hui, notamment la pratique, la sédentarité des jeunes, qu'ils soient garçons ou filles, mais plus encore chez les filles. Et pourtant, on amène toujours les mêmes réponses. Et cette histoire du terrain multisport là, revient assez centralement parce qu'elle est tout le temps subventionnée. Et on a ces équipements-là qui sont mis souvent en place. Après, ce n'est pas uniquement ces équipements-là, parce que ces équipements-là, s'ils sont bien encadrés et si on a tout un phénomène de coaching autour, si vous mettez en place des horaires de travail, si vous créez des heures girl only par exemple, si vous avez la collectivité qui met en place des attractions et des cours en fait sur cet équipement-là, il devient ultra positif. Quelle est le problématique numéro 1? C'est que les équipements ils sont souvent abandonnés et laissés comme ça. Une fois qu'ils sont installés, on n'a fait qu'une partie du cheminement. On a installé un équipement sportif, on va répondre à une problématique, mais il reste tout le reste. Donc, on appelle ça la dynamique de l'équipement, on appelle ça comment mettre en route et comment le faire connaître par les usagers et par les utilisateurs. Effectivement, si on laisse un terrain multisport au plus grand nombre, les garçons vont se l'approprier. Mais si jamais vous faites intervenir des associations, des encadrements extérieurs, si jamais vous lui donnez une dynamique autre, vous allez y faire venir les filles. C'est assez flagrant sur les skateparks qui, en accès libre, par exemple, vont être beaucoup utilisés par les garçons. Et dès que vous mettez un encadrement, et même au niveau des fédés, de la fédé, vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de filles. Parce que si vous allez encadrer la pratique, vous allez aider les filles à faire le pas et à venir sur ce type d'équipement-là. Tout à l'heure, Grégoire parlait des problématiques liées à la sécurité, avec la mise en place des lumières, avec la mise en place de nouvelles couleurs qui vont donner de l'attractivité au site. On a la question de l'accessibilité. Où est-ce qu'on va poser l'équipement? C'est vrai que la collectivité, quand elle met en place l'équipement en dehors de la ville ou dans un village et qu'on le met à l'entrée des champs, tout à l'autre bout pour pas que ça ennuie les voisins, c'est un petit peu pénible en fait, parce que vous devez traverser la ville et le sentiment d'insécurité, il va naître rapidement. Il va naître pour les jeunes filles, les jeunes femmes, mais il va naître aussi pour les plus petits enfants qui ne vont pas forcément aller tout seuls à l'autre bout du village ou de la ville pour pouvoir avoir une pratique. On a aussi la question des sanitaires qui se posent depuis très longtemps. Si vous voulez aider une jeune fille à aller sur une pratique sportive, il y a la question des sanitaires qui est principale. On doit y mettre des toilettes pour pouvoir permettre à la jeune fille d'aller aux toilettes si elle veut. Si jamais le garçon il peut faire un peu où il veut, pour la jeune fille, c'est nettement plus compliqué. On a la question de l'environnement, l'espace qui est autour de l'équipement. On ne doit pas réfléchir à l'espace uniquement comme un espace de street workout ou un espace de fitness ou un espace de skate, etc. Mais il faut créer un environnement qui permet la multigénérationnalité, la multi-activité et qui permet d'accueillir les gens et que ça devienne un espace de rencontre et de lien. Donc nous, par exemple, on va créer des espaces où les gens viennent se rencontrer. Si on arrive à faire se rencontrer les gens et les générations, on va activer un phénomène de sécurité plus appuyé. On va permettre aux papas, aux mamans, aux enfants de venir et de se rencontrer sur les espaces et on va permettre aux jeunes filles de venir. Et derrière, il y a également ce dont je parlais tout à l'heure, en fait, la réponse qu'on apporte à la demande. Le terme multisport, c'est une réponse assez facile, mais derrière, l'histoire du yoga à Rouen, bon là, potentiellement, c'était mal positionné, mais c'est une très bonne idée. Là, par exemple, on pousse beaucoup de notre côté le breakdance, la création de pistes de breakdance, parce que ça va être aux Jeux Olympiques de Paris 2024, parce que c'est un sport qui est très mixte, parce que c'est un sport qui est facile à mettre en place et qu'on peut mettre en place un petit peu partout. Et c'est un sport qui est en vogue et qui va se développer et qui va avoir une grosse image au niveau de Paris 2024. Et c'est un sport qui est facile, qui est accessible. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit développer et ces pratiques-là, on doit les développer. Mais on doit aussi les accompagner parce que si demain, je vous mets un spot de yoga, une espèce de petit kiosque avec un parquet, si je vous le laisse comme ça,
Et si je ne mets pas d'encadrement autour, il ne va pas être utilisé. Alors que si on en fait un espace de vie, de rencontre, et qu'on le dynamise avec Bruno, coach personnel, eh ben, vous allez avoir une activité qui va se créer autour. Donc, on a la question de… les erreurs qu'on voit, c'est la répétition des réponses qu'on amène à un questionnement. C'est potentiellement le manque de concertation qu'il y a sur certains dossiers. C'est absolument nécessaire de concerter les publics pour connaître les usages qui sont souhaités. Ça, c'est quasiment, c'est très peu fait dans les collectivités. Il y a l'aspect de l'accompagnement des collectivités et de l'éducation. Tout à l'heure, on parlait de l'éducation des plus petits. Donc, effectivement, cette question du genre, elle arrive dès les cours d'école. Donc, fort heureusement, aujourd'hui, on a les cours d'école qui sont en train d'être transformés, qui sont non genrés, désimperméabilisés et qui vont permettre d'éduquer les enfants. Mais on a aussi l'accompagnement des collectivités. Et moi, on se rend compte en fait que les collectivités ne sont pas éduquées à cette question du genre. Donc, quand vous avez un contact dans une collectivité qui est un adjoint, cette question du genre, il se la pose peut-être pas. Et cette question-là, elle est osée en fait, parce que vous avez 10 gamins qui vous demandent « Oui, on veut un terrain multisport ». Et ce terrain multisport, il va être hyper utilisé, mais il sera toujours utilisé par les mêmes gens. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est créer des aménagements où le plus grand nombre vont venir sur l'équipement et vont venir l'utiliser. Donc, on va faire cette concertation, cet accompagnement, cette éducation. On va répéter des propos, en fait, pour éduquer les gens. Voilà. Et je rebondis, puisque Ivana, je ne sais pas, elle est partie. Mais là, par exemple, vous avez un grand plan de financement là, qui est actuellement le plan de financement des 5000 terrains de proximité. Et dans ce plan de financement des 5000 terrains de proximité, en plus du lieu où la ville doit être pour être aidée financièrement, vous avez une question qui est liée à l'utilisation du tissu associatif local. C'est important. Et vous allez marquer des points aussi si la question de l'inclusion et de la mixité est mise en avant dans votre dossier. Et ça, c'est nouveau. Parce qu'habituellement, dans les subventions publiques, cette question-là, elle n'intervient pas. Moi, je ne l'avais jamais vue avant ce cas-là. Oui, merci beaucoup pour ce relevé supplémentaire. Donc, c'est très intéressant et dans cette même question de l'accompagnement de toutes ces constructions et des équipements sportifs, il y a aussi cette idée de créer des espaces dynamiques, mais pas seulement à travers la construction, mais aussi avec l'accompagnement. Donc, nous nous approchons de la question des actions possibles pour les acteurs sportifs au sein des différents acteurs, comme les collectivités, les fédérations sportives, les associations, entre autres. Donc, maintenant, je me tourne vers At-NZ. Je suis désolée si je ne le prononce pas très bien. Bonjour, monsieur. Et vous avez de multiples engagements. Vous êtes responsable de l'école municipale de football pour la ville de Sarcelles. Vous avez 21 ans d'expérience et vous êtes également membre de l'association Oxygène qui promeut l'égalité femmes-hommes. Donc, nous avons évoqué en fil conducteur de ce webinaire une répartition des filles et des femmes assez différenciées et déséquilibrées, inégalitaires, qui renvoie aussi à la représentation des rôles sexuels. Donc, Monsieur Nzete, pouvez-vous nous présenter vos constats, votre regard sur les pratiques sportives féminines au sein des espaces de proximité, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, je tiens déjà à vous remercier. Comme mon collègue Nicolas qui a pris la parole tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui ont déjà été bien abordés, avec beaucoup de technicité, d'expérience et de connaissances sur ces questions. Moi je rajouterais le fait qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un constat, je veux dire, général, que ces endroits-là sont très masculins. Il y a un petit rapport de force qui s'installe puisque psychologiquement, donc ils sont squattés, utilisés et gérés de façon informelle par un public bien spécifique qui en grande partie ils sont toujours un petit peu sur la pratique
les sports collectifs comme mes collègues. Non, c'est pas le football ou le basket, ben, on va dire, ils y traînent, ils restent à côté du terrain, donc ça favorise pas non plus la venue d'un autre public pour venir occuper l'espace. Donc ça devient, ils s'approprient en fait le territoire de façon générale. Et ça diminue un petit peu le temps de pratique des filles. On le retrouve aussi un petit peu, moi je fais un peu le lien, notamment on le voit bien avec le sport aussi, je fais aussi le lien avec les collèges, parce que la place aussi des filles au niveau de la pratique du sport au sein des collèges, là aussi elle est minime, parce qu'il y a quelque chose qui est très prononcé, notamment dans des endroits, des quartiers populaires comme chez nous, c'est que les garçons, les hommes se font entendre, se font voir, occupent l'espace. Les filles ne sont pas là à revendiquer autant que les garçons. Donc, elles souffrent des fois en silence, elles ne disent rien. Elles ont plutôt tendance à s'effacer et pas s'imposer. Et donc, on retrouve naturellement une inégalité en termes d'occupation d'espace qui, pour moi, se traduit aussi par l'encadrement. Parce qu'on voit bien un petit peu toute raison gardée, avec beaucoup de pincettes, je le dis, mais je le vois un peu souvent sur les différentes villes aussi où je me déplace. L'encadrement des maisons de quartier, des structures de proximité ou de la pratique du sport de proximité dans ces espaces est très masculin. Donc, il y a naturellement un réflexe, c'est pas un blâme, hein, parce que j'en suis moi-même et j'en ai été moi-même aussi, j'ai fait aussi un peu ces erreurs-là. On a le réflexe un peu de proposer des choses qu'on connaît, des choses qu'on aime, des choses qui font partie de notre ADN et des choses qui nous accrochent. Mais en réfléchissant un petit peu comme ça, on ne prend pas en compte un petit peu tout ce public féminin, comme mon collègue a dit tout à l'heure, notamment parler des sports comme le volley, comme les sports de tennis. On a l'impression de dire c'est pas l'endroit adéquat pour pratiquer ces sports-là, ce qui est complètement faux. Et donc je pense qu'à travers un petit peu aussi l'évolution de la société qui est vraiment en marche et donc les choses bougent un petit peu, lentement, mais en tout cas elles bougent. Il est très important pour moi aussi, si on veut on veut contribuer un petit peu à favoriser cette égalité, c'est que dans ces endroits-là, dans les quartiers urbains comme ça, les gens aussi se fient beaucoup aux modèles, se fient beaucoup aux images, se fient beaucoup aux gens qui encadrent. Et si on investit notamment dans les municipalités un peu plus dans l'investissement sur la formation de public féminin, d'éducatrices, et pas toujours, on dit toujours animateur, éducateur. Et quand il y a une fille, ben, c'est plutôt oh, waouh! Ou bien vous avez une fille au milieu il y a 7 éducateurs, il y a 6 garçons et une fille. Bon, et qui là, donc, qui se fait entendre, qui limite doit lever le doigt, quoi, il doit essayer de proposer des projets. Ben, en réunion d'équipe, son projet sera toujours un petit peu englouti autour des 5-6 projets des hommes. Donc, je pense que l'égalité, elle doit passer aussi par là. C'est que s'il y a une formation, on forme un peu plus d'éducatrices féminines, ça peut contribuer aussi finalement à diversifier les propositions d'activités au sein de ces stades. Ça peut aussi donner un bon message aux familles, aux jeunes filles, aux mamans, mais aussi aux parents qui, des fois, d'un point de vue culturel ou en termes de sécurité, ben, quand ils voient des jeunes regroupés autour d'un terrain, ils ne voient pas des filles. Et puis, ben, on ne sait pas trop est-ce que ces jeunes-là sont en train de rigoler, en train de s'amuser, en train de faire du sport ou en train de squatter. Ben, en termes de soucis d'insécurité, on n'a pas envie d'envoyer notre fille aller dans ce terrain-là. Alors qu'on voit bien que dès qu'on fait des activités un peu mixtes, on voit les qualités, les compétences de jeunes filles qu'on peut avoir en termes d'athlétisme, même de football qui se développe de plus en plus, même sur d'autres sports. C'est là la question se pose, mais à quel moment elles jouent pour acquérir autant de qualités? Et là, je pense qu'aujourd'hui, la formation d'éducatrices, pour moi, doit devenir l'une des priorités, avec des profils bien identifiés, pour vraiment, sans mettre les hommes dehors, mais vraiment apporter un petit peu cette diversité en termes d'encadrement qui va impacter sur les activités qui vont être proposées et où on aura aussi pour les familles, parce que dans une famille, il y a le papa et la maman, et on aura aussi donc une présence féminine un peu plus accrue, un peu plus quotidienne
pour le développement de l'éducation par le sport, parce que ça reste du sport de découverte. Donc, on n'est pas là dans la performance, on est plutôt dans un message d'éducation, de social, on l'a dit tout à l'heure. Et je pense que les filles sont totalement aptes pour pouvoir aller dans ce sens-là. Merci beaucoup. Oui, justement, dans ce fil de l'encadrement, vous êtes aussi responsable de l'école municipale de football pour la ville de Sarcelles. Donc, au sein de cette école, vous accompagnez 400 jeunes filles. Comment faites-vous pour encourager la pratique au sein de l'école et quels sont vos outils, vos leviers qui pourraient servir à activer à une échelle locale quelle pourrait être la démarche à une échelle locale? Alors, au sein de la structure d'école de foot, donc moi, ça fait une vingtaine d'années que j'y suis. Donc, on a vraiment constaté cette évolution. Au départ, on avait quelques filles qui étaient toujours dans un rapport de force avec les garçons. Certaines restaient, d'autres s'en allaient parce qu'elles ne voulaient pas justement rentrer tout le temps dans ce rapport de force. Elles venaient pour s'amuser et voir un peu le climat. Ben, comme je vous disais tout à l'heure, elles faisaient un pas en arrière, donc elles reculaient, elles préféraient arrêter en silence. Il y avait aussi l'aspect culturel au départ qui était aussi quelque part un frein pour des questions de religion. Donc on avait aussi des familles qui n'étaient pas totalement motivées de mettre leurs enfants dans ce climat de mixité. Les choses ont bien évolué. Et le développement général du développement du football féminin a contribué énormément aussi à donner vraiment une impulsion forte à cette pratique. Et j'avais remarqué aussi que le rapport avec les parents était toujours un petit peu distant, parce que je parle notamment ici, on avait beaucoup à faire aux mamans qui s'intéressaient, qui venaient un petit peu donc voir un peu ce qui se passait. Et le fait d'avoir donc que des hommes face à elles, il y avait toujours une petite distance. Et une fois qu'on a commencé à vraiment intégrer donc, dans l'encadrement des filles, ça a changé parce que les mamans arrivaient, cas concret, elles arrivaient. Donc quand les parents étaient là, quand on présentait l'encadrement au début du stage, elles regardaient, et tout de a dit, mais vous n'avez qu'une fille, il n'y a que 2 filles. Et ça, c'était problématique. Et une fois qu'on a commencé un petit peu donc, à mettre aussi en place cette égalité et cette diversité en termes d'encadrement, on a senti vraiment, donc déjà on a réussi à fidéliser les filles qui étaient sur place, et le fait de les fidéliser, ben, elles ont été quelque part les ambassadrices qui venaient avec 3, 4, 5, 6 copines, et là où c'est à ce moment-là qu'on a eu vraiment une explosion en termes d'inscription sur le public féminin. Et les choses se sont faites naturellement avec les garçons. Les garçons aussi ont commencé aussi à les reconnaître parce que elles ont vu aussi que d'un point de vue qualité, les filles étaient aussi capables. Les filles aussi avaient leur place et que l'espace finalement devenait un petit peu cet espace d'égalité et de mixité pour tous. Mais ça a beaucoup joué, j'insiste vraiment, ça a beaucoup joué avec la présence de public féminin, parce qu'on se retrouve aussi un petit peu, vous êtes sans savoir, de voir un petit peu tous les scandales qu'on voit dans les vestiaires et autres avec le public féminin. Il y a encore des parents aussi pour qui ils ont aussi une angoisse à ce niveau-là, et c'est très rassurant pour eux de voir qu'il y a des femmes, il y a des filles qui sont là, parce que le lien avec leurs filles dans les vestiaires et autres autour du sport sont aussi quelque part pour certains parents aussi un gage de sécurité et de lien avec eux pour permettre à leurs filles un épanouissement total. Donc je pense que moi, à ce niveau-là, on a parlé tout à l'heure un petit peu de ça, je pense que notamment on parlait de la politique de la ville, il est très important de mettre un accent sur le développement de la formation du public féminin pour le développement de la pratique sportive. Pour moi, c'est uniquement dans ce sens-là qu'on aura des réponses pratiques. Parce que mettre de l'argent en financier des associations, c'est une très bonne chose parce qu'il y en a besoin. Mais le sport, c'est le modèle. Le sport, on se fie à l'éducateur, on se fie à celui qui transmet. Et si cette transmission est faite par des hommes et par des femmes, ça va permettre un petit peu d'avoir un peu plus d'impact et donc d'être vraiment un vrai message pratique en termes d'égalité. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur Nzete, d'avoir partagé les actions de cette expérience au sein de la ville de Sarcelles. C'est très intéressant et finalement, ça englobe aussi d'autres points de vue. À présent, nous allons tourner vers Monsieur Adil El Ouad. Bonjour, vous êtes directeur technique national adjoint Pôle sport et société de l'UFOLEP. L'UFOLEP est la première fédération sportive multisport affinitaire de France et elle est porteuse de valeurs citoyennes. À ce titre, le comité directeur a lancé le groupe de travail FAIR, Fédération en action pour l'inclusion et le respect, qui a pour objectif de favoriser l'empowerment et le leadership des femmes. Dans le cadre de ces travaux, le groupe FAIR a établi la nécessité de réaliser un diagnostic sur la discrimination basée sur le genre élargi à l'ensemble du réseau qui comprend une structure nationale, 13 comités régionaux, 101 comités départementaux et leurs commissions sportives et 8500 associations sportives. Donc, ce diagnostic a ouvert à la fois les pratiques internes et organisationnelles des membres du réseau et les activités. Et en parallèle, une recherche action a été publiée sur les freins à la pratique sportive des filles dans les quartiers. En ce sens, l'UFOLEP pilote une démarche globale intitulée « Toutes sportives ». Pouvez-vous nous en dire plus? Quelles sont les priorités développées et les actions de ce projet? Oui, bon, alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on a mené un certain nombre de travaux de démarches ou de diagnostic ou d'objectivation par rapport à certaines données pour justement faire en sorte qu'on puisse clairement, enfin, en tout cas de la manière la plus intentionnelle possible, s'engager sur cette thématique-là qu'on qualifiait de femmes et sport à l'époque au sein de la fédération. Pourquoi? Parce que, alors quand bien même on est une fédération sportive multisport et citoyenne comme la nôtre, à la base, c'est pas naturel que d'une part déjà de s'adresser au public féminin dans le champ du sport, et d'autre part également, j'ai envie de dire, d'investir l'espace public quand on est une fédération sportive. C'est pas quelque chose de naturel. Donc du coup, on s'est entouré d'un certain nombre de personnes. Là, j'ai entendu les noms de Karine Guérandel tout à l'heure, mais également Aïfat Lili. C'est des personnes avec qui on a travaillé, on a financé des recherches-actions. Le cabinet EGAE également, en fait, le groupe FAIR est la résultante de ce travail de diagnostic qu'on a fait au sein de la fédération, où effectivement, on a analysé au sein des différentes parties prenantes de notre mouvement. Pour le dire très largement, on a analysé la thématique femmes et sport au sein de l'UFOLEP, voir un peu comment c'était perçu, quelles étaient les représentations, les blocages, les freins, les réussites. Alors, parmi les éléments très positifs qu'on a pu observer, c'est le taux de réponse. On a eu un taux de réponse très intéressant au sein de la fédération. Maintenant, ça a fait ressortir quelques problématiques qu'on retrouve globalement un peu partout, et qui nous ont fait dire que quand bien même on était une fédération porteuse de valeurs et d'une histoire, il fallait en fait qu'on se réforme en interne notamment pour pouvoir justement nous engager dans cette thématique-là et surtout pouvoir s'engager dans le temps. Parce qu'en fait, nous, à l'échelle de notre fédération, on a différentes initiatives qui ont été mises en place à destination pour développer les actions, les initiatives à destination des femmes depuis les années 30, 40, si je dis pas de bêtises. Mais le sujet, c'est comment on arrive à pérenniser et développer une culture qui soit débarrassée d'un certain nombre de représentations. Donc, du coup, ça nous a amené à interroger nos conceptions et nos notions, notre structuration, j'en parlerai juste après, notre fonctionnement et nos modes opératoires. Alors, sur nos conceptions et nos notions, effectivement, même si ça paraît très bateau de le dire comme ça, mais s'engager de manière débarrasser en fait de stéréotypes ou de représentations qui peuvent être négatives à destination des femmes, c'est pas naturel, comme je le disais, au sein d'une fédération sportive. C'est vraiment pas naturel dans le champ du sport.
c'est un exemple moi, que j'utilise souvent dans des formations. C'est un espace où on n'interroge que très rarement, par exemple, la séparation entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est acté, c'est naturel. On ne le discute plus, c'est comme ça. Pour faire rire un peu la salle, on dit que c'est Coubertin qui l'a dit, et donc à partir de là, il ne faut plus y toucher. Nous, c'est des choses qu'on a réinterrogées très fortement, et les travaux et l'aide pour le coup du monde scientifique, et notamment de la sociologie, nous a été précieux pour nous, pour développer ces actions. Ça nous a permis notamment, lors d'une étude sur la question de la pratique sportive féminine dans les quartiers, d'objectiver, même si on avait notre intuition malgré tout, mais d'objectiver le fait que, même au sein des quartiers, les attentes, les besoins, les représentations, les volontés même des femmes étaient diverses en fait au sein des quartiers et qu'il y avait autant de besoins et d'attentes quasiment qu'on avait de femmes. Donc ça a été très important pour nous de le poser et de l'objectiver parce que comme je disais, même si on a une intuition sur ce sujet-là parfois, le fait d'amener le regard de laboratoire sur ces sujets-là, ça permet en tout cas de mieux les porter en interne et de déployer ces actions. Autre point, ça nous a permis également de voir qu'on avait, et ça rejoint certaines interventions de tout à l'heure, qu'on avait un delta, un décalage entre les représentations portées par des éducateurs et des éducatrices et les attentes et les besoins du public. Donc du coup, suite à ça, ça nous a amené à formaliser un programme qui s'appelle Toutes Sportives, que j'évoquerai tout à l'heure, qui en fait a pour particularité d'être divers. C'est-à-dire que Toutes Sportives, c'est une sorte de boîte avec différents tiroirs qui permet de travailler la partie du loisir relative au loisir compétitif, de travailler le sujet de la prévention et de la lutte contre les violences faites aux femmes, de travailler également le sujet de la mixité, enfin voilà, la question de l'emploi et de l'insertion. En fait, on a développé plein de sous-programmes au sein du programme parce qu'en fait, les attentes et les besoins étaient divers et qu'on ne pouvait pas juste dire qu'on menait un programme femmes et sport juste en étant satisfait d'avoir touché des femmes sur une action, par exemple, ou autre. Ça nous a amené à interroger notre structuration. Pourquoi? Parce que quand on développe des projets que nous, on qualifie de socio-sportifs, j'en parlerai tout à l'heure, en tout cas, il me paraît très compliqué de ne pouvoir s'appuyer que sur les clubs sportifs dits traditionnels. Voire même, pour le dire différemment, c'est illusoire. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple le public féminin dans un quartier, en fonction du public qu'on va cibler et à qui on va s'adresser, c'est pas forcément le club sportif qui va être la meilleure entrée ou la meilleure solution. On peut avoir des associations socio-sportives, on peut avoir des maisons de quartier, des centres sociaux, par exemple sur des activités de la forme, à destination des mamans par exemple, là c'est les espaces qui sont les plus adaptés en fait pour accueillir ces publics. Donc du coup on a développé, on a fait évoluer nos statuts au sein de la fédération pour être en mesure d'accueillir et d'accompagner ces structures-là. Ce qui veut dire que en fait l'espace de pratique, il n'est pas unique, même au sein des quartiers, il est multiple. Et donc, à ce titre-là, nous, en tant que fédération sportive, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir accompagner tous ces espaces. Donc, au sein du FOLEP, on accueille des maisons de quartier, des centres sociaux. J'ai vu des messages des amis des CIDFF, par exemple, etc. Troisième point, donc, le diagnostic en interne qu'on a mené, ça nous a amené à créer un groupe qu'on a appelé le groupe FAIR, qui est le groupe des femmes en action pour l'inclusion et le respect. C'est un groupe qui est composé de femmes salariées élues de notre fédération, qui en fait ont pour objectif d'être les gardiennes du temple en interne sur les pratiques managériales, nos règlements sportifs, nos process de fonctionnement, etc. C'est un groupe qui est complètement autonome, qui, alors au départ, était composé exclusivement de femmes, et là, on commence à avoir des discussions pour que cet espace soit mixte, mais au départ, il était exclusivement féminin. Et donc, il a pour objet, en fait, d'analyser le fonctionnement de la fédération et de voir s'il est raccord avec les valeurs et la vision qu'on porte. Donc le programme Toutes Sportives, j'en ai parlé. Sa particularité, c'est que c'est une boîte à outils avec un accompagnement fédéral. Et enfin, dernier point, et là ça rejoint la dernière intervention du collègue de Sarcelles, on a développé une pédagogie dédiée qui s'appelle la pédagogie socio-sportive, en fait, et qui a pour objectif de faire en sorte que réellement le sport soit utilisé en tant qu'outil. Je vais utiliser des exemples qui sont un peu caricaturaux, mais c'est pour fixer la notion. Quand on anime par exemple, quand on a une offre sportive dans un quartier à destination des publics adolescents, par exemple, on va prendre un créneau futsal de 18 à 20 et qu'on a juste fait du futsal, ce n'est ni de l'éducation ni de la citoyenneté, on les a fait transpirer, c'est très bien, c'est une étape 1. Rentrer dans une démarche d'éducation ou d'insertion ou de citoyenneté, c'est autre chose. Donc on a développé tout un cursus de formation obligatoire pour les salariés de notre fédération, parce qu'on salarie en propre nos éducateurs et nos éducatrices qui développent le aller vers, ce qu'on appelle le aller vers.
Et quand par exemple, on cible le public féminin, on regarde toutes les interventions qu'on a pu voir tout à l'heure, on voit très bien qu'on est dans l'obligation d'avoir des agents, des acteurs du dernier kilomètre. Et donc, du coup, cette pédagogie socio-sportive, elle permet de développer un sport autrement, voilà, pour le dire rapidement. Merci beaucoup pour votre intervention, c'est très intéressant. Donc, nous allons finir notre table ronde. C'est le temps de passer à la prochaine étape. Donc, je vous laisse avec Ingrid Dequin qui va faire une petite conclusion. Merci. Alors, avant, on avait une petite question qu'on souhaitait faire remonter du chat. Alors, vous avez publié pas mal de remarques, pas mal de questions, et malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes vos interrogations lors de ce webinaire. Par contre, on s'engage bien sûr à y répondre via notamment la plateforme de la grande équipe. Peut-être, Aminata, tu as relevé une question dans le chat et qu'on pourrait mettre en avant. Effectivement, c'est une question pour Madame Allegrini. Donc, quelle méthode d'étude des usages et co-conception avaient été réalisées en amont du projet que vous avez analysé? La méthode qui avait été mise en place, c'était de la concertation citoyenne assez simple, comme on la connaissait il y a quelques années avant le projet du parc. Maintenant, les méthodes ont évolué, les mentalités ont également évolué, et donc la métropole cherche à trouver une nouvelle méthode justement de concertation pour réussir peut-être à cibler davantage de personnes et une population beaucoup plus large. Donc la méthode de concertation classique qui avait été mise en place a finalement porté ses fruits, enfin justement n'a pas porté ses fruits et a révélé qu'elle n'avait pas été assez élargie. Donc une nouvelle méthode va être mise en place. Et voilà. Merci. Merci Lisa pour ce retour. Merci en tout cas à tous les intervenants de la table ronde pour votre participation, et j'espère en tout cas que l'ensemble des participants à ce webinaire ont saisi la complémentarité. Je vous propose de passer au dernier temps et d'avoir deux invités qui sont nos grands témoins. J'ai le plaisir d'accueillir Sarah Ouramoun, qui est membre du Conseil national des villes, vice-championne olympique de boxe, vice-présidente aussi du Comité national olympique et sportif français. On accueillera également Aurélie Bresson, qui est présidente de la Fondation Alice Mia, fondatrice du média aussi Les Sportives. Et alors, on voulait bien évidemment vous laisser la main et la carte blanche pour ce retour autour de ce webinaire sur ce que vous avez envie de relever, ce qui vous paraît essentiel, et aussi les messages que vous souhaitez faire passer à travers aussi vos engagements et vos actions. Merci beaucoup. Déjà, merci à tous les intervenants. Je vais être rapide, mais il y a plein de messages qui font écho à la fois à mon expérience d'athlète et puis à mon expérience aujourd'hui de dirigeante associative. Grégoire a parlé d'héritage inconscient. À l'époque où j'ai débuté la boxe, on était en 96, les femmes n'avaient pas l'autorisation de boxer en France. Et alors, évidemment, il n'y avait pas de modèle féminin. Il y avait pas j'étais dans une salle de boxe en Seine-Saint-Denis à Aubervilliers où il n'y avait pas de vestiaire. Il n'y avait pas d'autres femmes qui pratiquaient. Mais je crois que l'héritage inconscient que je portais à cette époque, c'était surtout celui de mes parents, puisque j'ai eu la chance d'avoir une mère qui faisait du sport, qui le faisait devant moi et avec moi. Et du coup, à l'âge de 2 ans, j'ai commencé le baby judo et j'ai jamais arrêté. Donc voilà, je crois vraiment au pouvoir de l'éducation et au modèle, au rôle modèle des parents aussi. Et je suis convaincue qu'il faut travailler à la fois sur les enfants, mais aussi sur les parents. Moi, j'entends au quotidien des parents dire que le sport, c'est une perte de temps.
Et je peux vous dire que ça me fait mal, d'autant plus que je connais toutes les valeurs positives du sport. Et d'ailleurs, si on est tous là sur ce webinaire, c'est qu'on en est tous convaincus. Et puis aujourd'hui, avec ma casquette de dirigeante associative, je mène différentes actions. J'ai notamment créé un tiers-lieu sportif. Et il y a 10 ans, j'ai voulu développer la pratique de la boxe pour les femmes. Et donc, j'ai créé une section féminine. Et je l'ai imaginé un peu comme un sas, en me disant que il fallait d'abord créer un environnement où elle se sentait en sécurité, elle se sentait confiante pour après pouvoir monter sur un ring et travailler en collaboration avec des hommes. Ça a pris un peu de temps parce que je pense qu'il y a déjà cette nécessité de se sentir bien, de se faire accepter dans un club où forcément on a des regards qui pèsent sur nous et on le sait qu'on se construit aussi à travers le regard des autres. Mais avec le temps, elles prennent confiance et elles arrivent à faire leur place, à se faire respecter et puis même parfois à servir de modèle aussi pour les hommes. Voilà. Merci Sarah, en tout cas, d'avoir pris le temps d'assister à ce webinaire et de pouvoir aussi nous témoigner de votre expérience et de votre engagement. On pourrait aussi, du coup, recueillir le témoignage d'Aurélie Bresson. La Fondation Alice Mia, c'est aussi une fondation européenne en faveur du sport féminin et qui a aussi pour objet la promotion du sport féminin, l'égalité des chances dans l'accès au sport et la mixité. Aurélie, est-ce que je peux vous laisser la parole? Oui, bien sûr, pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, c'est vraiment très, très intéressant et riche de vous écouter. Bravo pour toutes ces interventions et merci pour l'invitation et la sollicitation auprès de notre équipe au niveau de la Fondation Alice Mia. C'est vrai que c'est un peu notre credo, comme j'aime souvent le dire. La Fondation Alice Mia, c'est rendre visibles les invisibles. C'est un peu, on peut dire, mon combat du quotidien lorsque j'ai créé le média Les Sportives il y a déjà 6 ans. Ça fera 6 ans jeudi. Et lorsque aussi, voilà, j'ai pris la présidence de la Fondation Alice Mia il y a 2 ans. Qui au départ est vraiment pour rendre visible Alice Mia et Grégoire en a parfaitement aussi introduit finalement ce webinaire. Alice Mia avait été totalement invisibilisée. Elle a fait partie de ces grandes combattantes. Hein. On l'oppose souvent à Pierre de Coubertin, mais c'est vraiment pas ce qu'on veut. Je tiens vraiment à le souligner. On ne veut pas en fait confronter Alice Mia à Pierre de Coubertin. C'est vraiment le papa et la maman des Jeux Olympiques. C'est un complément de l'histoire. On veut justement rendre visible. On ne veut pas remplacer des noms d'enceintes sportives existantes de Pierre de Coubertin par Alice Mia. Notre volonté est vraiment de rendre visible ce qui a été mis sous le tapis, comme j'aime bien le dire, et surtout rendre visible Alice Mia et rendre ses lettres de noblesse à Alice Mia et son combat, puisque son combat, le combat de sa vie, était principalement en fait de passer par la féminisation pour accéder à la mixité. Et c'est vraiment un levier important quand elle a, pour refaire un petit aspect historique, il y a pile 100 ans, elle a créé les premiers Jeux olympiques féminins, qui sont devenus les Jeux mondiaux féminins, puisqu'ils ne pouvaient pas, à l'époque, utiliser le terme olympique. Déjà que ça dérangeait le CIO et les barons qui entouraient Pierre de Coubertin. Elle a créé la Fédération internationale sportive féminine pour justement revendiquer à l'international que les femmes pouvaient être performantes dans le sport et aussi à la gouvernance. Donc c'est vrai que en créant en fait tous ces espaces dédiés aux femmes, en accompagnant les femmes à prendre possession des espaces publics sportifs, c'était la vocation d'Alice Mia il y a pile 100 ans. Et justement, en fait, cette intervention et toutes vos interventions ont beaucoup fait écho à ce qu'on fait à la Fondation. Il y a également Tess Armand qui est connectée, qui est la directrice du développement, qui se tient également à disposition. C'est vraiment en fait d'une part, de faire reconnaître Alice Mia, de faire reconnaître cette histoire qui a été tellement oubliée et mis de côté, et également finalement de créer des outils, des espaces, un accompagnement aussi
aux belles initiatives pour rendre visible le sport féminin plus largement, que ce soit sport féminin et mixité. Et pour donner quelques chiffres, c'est vrai qu'il avait bien introduit Grégoire sur le fait que en 2018, il n'y avait que 2 enceintes sportives en France qui portaient le nom d'Alice Mia. Aujourd'hui, on peut être très fier d'en compter une trentaine. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait une collectivité qui nous sollicite pour justement faire des appels à contribution de leurs habitants pour donner des noms à leurs enceintes sportives. Donc, on a par exemple Est Ensemble dans le 93 qui nous a sollicité pour la piscine de Pantin, par exemple. Donc, ils contribuent finalement à aussi donner des noms de femmes, que ce soit de sportives ou autres. Et on a vraiment aussi ce travail de fond d'accompagnement des collectivités sur un vrai travail pédagogique. Donner un nom à une enceinte sportive, oui, c'est très bien, et moi ça fait partie de mon credo depuis pas mal d'années, puisque je parlais souvent de médiatisation de sport féminin, mais c'est plutôt rendre visible qui compte au quotidien. On le ressent aussi dans les articles de presse qui tombent toutes les semaines, quand il y a des championnats qui se passent dans des gymnases ou des rencontres ou des entraînements, il y a forcément le nom, le gymnase Alice Mia, ou à Rennes, c'est la passerelle Alice Mia. Et c'est sûr que c'est un nom qui revient, mais notre travail est surtout pédagogique, de fournir des outils pour accompagner la compréhension et la sensibilisation autour d'Alice Mia et surtout du sport et du sport féminin et d'un sport égalitaire et paritaire. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on avance au niveau de la Fondation et surtout avec ces outils comme le kit pédagogique que nous avons créé récemment qui justement englobe un bon nombre d'outils, de cartes, de livres pour accompagner aussi se renseigner et puis avoir des éléments sur les sportives, toutes les championnes, puisque voilà, c'est aussi le credo de donner de la visibilité aux femmes dans les enceintes sportives, donner des noms, mais ça peut être Alice Mia comme ça peut être d'autres sportives. Est-ce que Sarah Oramon a son enceinte sportive? C'est tout ce que je lui souhaite rapidement dans le 93. Mais en effet, c'est vraiment ce qui compte. En fait, c'est que l'espace public soit pris à bras le corps par les femmes. On n'a pas forcément beaucoup parlé, mais l'annonce des 500 équipements sportifs du gouvernement, il faut savoir que pour 80% de ces équipements, c'est de la rénovation. Donc, c'est essentiellement, finalement, c'est pas de la création c'est pas de nouvelles créations de structures, mais de la rénovation. Et plus de 70% des structures, finalement, ne portent pas de nom ne portent pas de nom du tout. Donc, l'enjeu est vraiment d'accompagner même ces nouvelles structures à avoir des noms, sachant que, par exemple, en janvier dernier, j'ai inauguré la base d'aviron à Bourges, qui existait déjà depuis de très nombreuses années. Cette base d'aviron de Bourges, ils ont choisi de la nommer Alice Mia. Et voilà, finalement, c'est continuer à rendre visible. Et il y a eu toute une démarche aussi pédagogique autour. Et nous travaillons justement avec l'Andes et le label Ville Active et Sportive de plus en plus pour continuer et contribuer à rendre finalement la sportive visible dans l'espace public, bien au-delà d'Alice Mia forcément. Et voilà, on est ouvert aussi à toute collaboration. On travaille aussi avec l'UFOLEP, avec Adil sur ces questions-là, avec qui on a travaillé aussi sur le kit pédagogique, sur tous les contenus, dans cette démarche en fait de valorisation de toutes les sportives. Voilà, je pense que j'ai fait le tour et je reste à dispo s'il y a des questions en tout cas. Et encore, merci pour votre attention. Merci beaucoup Aurélie. On arrive à la fin de ce webinaire et voilà, ces 2 derniers témoignages sont très très enrichissants et merci en tout cas d'avoir été présente parmi nous. Je voulais juste remercier bien sûr l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour le travail mené autour de ce webinaire, le Conseil national des villes aussi, et puis le soutien de l'ANRU dans cette démarche, et puis bien sûr l'équipe de l'IREV et le travail réalisé par Ivana Sanchez sur l'égalité femmes-hommes dans les infrastructures sportives extérieures. Alors nous espérons que le point de vue, voilà, les perspectives que vous donnez aujourd'hui vous permettront voilà, d'élargir aussi, mais aussi de
vous donner des points d'ancrage et la possibilité de trouver des leviers pour faire différemment, pour penser différemment, mais aussi pour mobiliser aussi des territoires. Ce qui est vrai que, voilà, je pense que c'est une petite partie des réponses, mais qu'il appartient aussi aux territoires de se saisir de ces enjeux. Et il est vrai qu'au sein des quartiers prioritaires, l'opportunité des évaluations et aussi la future contractualisation peut aussi permettre ces effets leviers au même titre que les projets conséquents autour de la rénovation urbaine. On vous propose dans le chat quelques ressources complémentaires si vous avez aussi envie d'étayer des supports pédagogiques qu'on a créés pour faciliter aussi l'appropriation. Il y aura bien sûr aussi un replay qui sera disponible sur le site de l'IREM, mais aussi sur la plateforme de la grande équipe, qui est une plateforme collaborative mise en place par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et dans le cadre de cette plateforme, il y a un groupe qu'on a créé qui s'appelle le Sport et questions de genre, sur lequel vous pouvez vous inscrire, où on essaye de publier du contenu, d'animer, sur lequel aussi vous pouvez intervenir. Et il y a également aussi un lien sur une enquête participative sur mettre en valeur les actions de territoire inspirantes sur ce sujet. Et on a besoin de vos retours pour faire connaître et faire valoir et montrer aussi qu'on peut penser et accompagner les jeunes filles, les femmes aussi différemment dans ces territoires, qu'on peut promouvoir aussi l'action des filles autour de l'activité physique et pas que sportive, bien évidemment. Donc le lien vers l'enquête que vous pourrez retrouver, on a déjà des acteurs qui ont contribué comme l'association Robot autour de la pratique du rugby dans les quartiers qui est extrêmement intéressante à consulter. Vous retrouverez aussi l'engagement de l'UFOLEP sur ce sujet aussi.